Bienvenue au Polysécure, épisode spécial Sécure. Je suis accompagné de René Sylvain. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi? Très bien aussi. Nous avons rencontré quelques petits défis technologiques, fait que là, j'étais un petit peu, comme dirait mon ami, un petit peu boubou. C'est je suis un peu contrarié. Mais bon, bref, ça n'empêchera pas le plaisir de discuter. On revient sur ta conférence du Sécure où justement tu as soulevé les passions. Puis c'était un peu l'objectif justement de t'avoir sélectionné parce que je savais que ce sujet-là allait soulever les passions. Essentiellement, tu l'abordais sur le côté de l'architecture, mais en même temps, comment tout ça s'articule dans les organisations et comment on peut placer l'architecture comme étant un point central de décision et non que l'architecture subisse ou que l'organisation fasse subir à l'architecture des choix. Et incidemment, tout le volet d'acquisition qui est lié avec ce genre de choses-là, qui lui-même a soulevé beaucoup de passion parce que tu as osé dire qu'il fallait qu'on établisse des partenariats avec nos fournisseurs justement pour accélérer, aller de l'avant avec les choses. Je vais te laisser un peu aborder ce côté de partenariat parce que je le trouve très intéressant, très pertinent, puis dans le contexte d'appel d'offres publics, qu'il demande qu'il va falloir qu'on trouve une avenue parce qu'à mon sens, c'est la clé d'une meilleure cybersécurité et d'une meilleure maîtrise de nos infras. Et premièrement, merci pour d'avoir l'opportunité d'en jaser. Les partenariats, pour moi, oui, c'est hyper important parce que on n'a plus de staff, il n'y en a plus d'employés. Même si on demande à recruter des gens, il est fini le temps où si on avait 50 technologies différentes, on pouvait avoir 150 personnes pour le gérer. Moi, je vois des CIUS qui sont pas capables de recruter. Ils ont 100 postes ouverts. Ça fait 6 mois que les 100 postes sont ouverts, ils sont pas capables de les combler. Donc, d'un point de vue partenariat, on se retrouve parce que il y a moyen d'arriver à avoir un service équivalent, des fois meilleur, mais surtout d'aller chercher toute cette fibre-là qu'on voit pas dans du transactionnel. Je vais appeler ça du transactionnel parce que pour moi, juste avoir un appel d'offres et prendre le moins cher la tonne, moi, c'est du transactionnel. Tu crées pas de relation avec ça, t'approfondis pas une relation, t'es pas en train de dire on va travailler ensemble pour les 3 à 5 prochaines années. Oui, puis je vais rebondir là-dessus, ce point spécifique-là, parce que c'est important. On va, effectivement, c'est pertinent quand on achète quelque chose qui est défini, comme dans des crayons, par exemple. Ça, si on peut faire, c'est transactionnel parce qu'on n'établit pas une relation avec la compagnie de crayons parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Notre prestataire TI, peu importe qu'est-ce qu'il est, qui nous fournisse des services, qui nous fournisse des logiciels, qui nous fournisse de la main-d'œuvre, on doit établir une relation avec lui parce qu'on est dans un environnement complexe, dynamique et changeant. Donc, on n'est pas dans une chose qui est déjà définie, simple et facile. Donc, d'établir une relation vient justement enrichir cet élément-là de complexité qui est inhérent aux technologies, puis qui est encore là, malgré qu'on aimerait que ça soit un peu plus seté, ça soit plus une commodité, si on veut. On n'est pas là encore, puis on est encore très loin de cet aspect. Prenons un exemple de quelque chose qui semble être une commodité dans la tête de ben du monde, des portables. Tu vas acheter une palette de portables, c'est correct qu'on va se prendre le même modèle ou on va en acheter de 10 vendeurs différents. J'ai été gestionnaire du partenariat de Dell avec CGI. Il y a une gamme de services complètes qu'on ne voit pas en tant qu'utilisateur ou en tant qu'acquéreur normal de PC, qui est la capacité, par exemple, d'avoir la propre image de l'entreprise sur le laptop avant qu'il sorte de l'usine, qu'il soit déjà ajouté dans votre Azure AD avant qu'il sorte de l'usine, qu'il soit déjà identifié à votre système d'inventaire avant qu'il sorte de l'usine. Tout ça, c'est des services que vous ne verrez jamais si vous me dites « Je veux 300 laptops, puis je vais le prendre du moins cher. » Mais si on fait de la planification sur 5 ans, tu dis « Je vais en acheter 300 par année pendant 5 ans, puis là, ça va être à cette date-là. Quel escompte tu peux me donner sur 5 ans? Quel service supplémentaire tu peux me donner sur 5 ans? » Tout d'un coup, il y a tout ce monde-là qui s'ouvre qu'on ne verrait jamais sinon. Oui. Puis ça, il y en a plein d'autres. J'avais l'autre exemple qui est celui des serveurs, parce que on a tous le cas, puis tu l'as un peu parlé dans ta présentation des utilisateurs qui pensent savoir comment ça fonctionne ou comment l'architecture se place. Et on a le beau-frère qui achète des disques durs chez Bureau en gros, qui achète un prix essentiellement et qui n'achète pas tout ce que les disques durs de serveurs notamment ont de différents
des disques durs qu'on achète chez Bureau en gros, qui sont des disques durs pour la maison, à la limite, puis probablement même pas pour l'entreprise d'ailleurs, puisqu'il y a une différence très importante et ça a l'air stupide comme ça, mais les gens ne le savent pas, c'est que le mean time to failure, c'est-à-dire le délai avant que le disque dur tombe en panne, est beaucoup plus long sur les disques durs qu'on achète pour les serveurs, qui coûtent évidemment plus cher parce qu'on a une durée de vie beaucoup plus longue que ce qu'on a à la maison. Puis c'est pour ceux qui l'ont essayé, prendre un disque dur de Bureau en gros, le mettre dans un serveur, en l'intérieur d'une semaine, celui-ci va avoir explosé, littéralement. Je l'ai vu ici. S'il n'a pas fondu, il n'est pas loin de. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ce degré de charge-là, ne sont pas adaptés à cette réalité-là. Donc, le prix, si on achète juste le prix, ben on se coupe tout le pourquoi les choses sont en arrière, pourquoi. Et c'est pas parce qu'ils veulent ils veulent te crosser, ils veulent te voler de l'argent, c'est parce qu'il y a un réel élément qui est en arrière de ça. Puis l'autre élément que j'avais vu aussi, puis tu parlais des laptops, on a acheté, quand HP avait acheté Compaq, je pense, ou les gammes de produits, t'avais ces choses-là, puis Compaq avait été relégué au service consommateur et HP pour l'entreprise, si ma mémoire est bonne. Et ce qui fait que les laptops ou les ordinateurs Compaq avaient beaucoup moins de contrôle qualité associé, donc il était plus probable de frapper un ordinateur qui avait un défaut que les HP qui, eux, de voir un problème était beaucoup plus faible. Donc, incidemment, on paye le contrôle qualité qui est avec et on paye le fait qu'on n'aura pas de trouble avec un ordinateur entreprise parce qu'il y a beaucoup moins de probabilités qu'il nous explose en pleine face. Et quand on cherche le prix, ben encore là, on va aller on va acheter un Compaq, c'est pas cher. Ben oui, mais si tu dois changer ton Compaq à tous les mois parce qu'il t'explose en pleine face ou tu as 1 sur 10 de ta batch qui fonctionne pas bien, parce qu'en entreprise, c'est beaucoup plus costaud qu'à la maison, ben on n'a pas de valeur, on n'a pas de gain et on s'exclut d'une chose. Puis au final, ça coûte plus cher. Ça, c'est des exemples de base. On n'est pas dans le service, on n'est pas dans des choses. J'aime bien qu'on aborde avec des exemples très, très de base. La réalité, c'est qu'on est plus loin que ça. Là. Et l'idée, quand je disais de venir normaliser au niveau entreprise, j'allais plus loin que ça dans ma pensée, c'est-à-dire que si on prend le ministère pour lequel je travaillais en 2016, ben, le stockage, c'était un fournisseur. La virtualisation, c'était un fournisseur. Les serveurs, c'était 3-4 fournisseurs. Après ça, tu avais la téléphonie qui était un autre fournisseur. Après ça, tu avais le Wi-Fi qui était un autre fournisseur. Ça finissait plus, là. Moi, j'ai appelé carrément mes partenaires chez Dell. Je garde, voici la liste des choses que j'ai. Voici ce que j'ai besoin. Et là, c'était le stockage, c'était le réseau, c'était le Wi-Fi. Tout ou à peu près, sauf les firewalls, parce qu'on a choisi Palo Alto comme plateforme de firewall. Mais je veux dire, la théorie, c'est que tu rentrais dans le lab et tout ce qu'il y avait, c'était du Dell. Mais je veux dire, ils étaient prêts à nous donner du matériel pour qu'on fasse le lab. Parce qu'on était prêt à harmoniser au complet. Mais ce genre de partenariat-là, tu peux pas avoir ça sur un appel d'offres où ce que tu dis, on va prendre le moins cher. Oui, ben c'est ça, le problème de l'acquisition comme ça. Puis je l'ai vu aussi dans le privé. Il n'y a pas juste le gouvernement qui a ce genre de stratégie-là qui ne fonctionne pas nécessairement bien, où on met dans les mains du procurement des acquisitions, des décisions technologiques dans lesquelles ne leur reviendrait pas. On devrait s'approprier. Puis c'est pour ça que le volet architecture que tu as amené dans ta présentation est très important parce que celui-ci est l'espèce de pivot qui prend le besoin d'affaires, le besoin de l'organisation et le transfert en des composants technologiques. Et on prend en considération les éléments, notamment la main-d'œuvre, les gens, la cohérence technologique, la capacité de l'organisation à digérer le changement parce que ça prend toujours du temps à changer. Puis, dans un des exemples qui nous avait été mentionné lors de la présentation, il avait été mentionné qu'il y avait une organisation qui avait, je pense, changé 3 fois d'EDR en l'espace de 3 ans pour atterrir à la fin à un EDR que tu aimes bien, mais indépendamment de le fait de l'aimer ou de ne pas l'aimer, le problème de cette organisation-là, c'est qu'ils ont perdu de l'expertise, ils ont perdu du temps et ils ont perdu de l'argent. Au bout de 3 ans, ils ne sont pas mieux protégés. Et il aurait été mieux protégé de conserver la première EDR qu'ils avaient choisi, qu'il soit imparfait ou peu importe, parce que le fait que l'organisation, les gens auraient été capables de le maîtriser adéquatement, donc est capable de l'amener à sa pleine capacité. Quand, au bout de la 3e année, ben, ils se sont retrouvés avec un nouveau produit qui n'est pas à pleine capacité,
va prendre 3 ans encore avant d'être à pleine capacité dans l'organisation, pleine maîtrise et ainsi de suite. Donc, ils se sont pénalisés même si tu es dans tout ça. Puis c'est là où l'architecture a échoué en standardisant puis en mettant les besoins d'affaires en avant-plan de ces changements-là. J'ai un exemple semblable où j'ai monté une architecture sur 5 ans pour un CIUS, pour accompagner toute leur transformation digitale. Et écoute, c'était un des plus beaux setups NetApp que j'avais vu depuis longtemps. Okay? Cluster central dans le centre de données, distribué pour la région complète. Une perle. Le but, c'était de les amener dans le cloud, mais je ne me voyais pas, en toute honnêteté, scraper toute l'expertise qu'il avait faite sur NetApp. Même si on disait qu'il allait aller dans le cloud, etc., il fallait être capable de transposer toute cette expertise-là pour la conserver, parce que ça valait de l'or. Ce qu'il avait fait, c'était, architecturellement très bien fait, mais aussi très résilient. Il n'y en avait pas de problème. Il était sécure, il était maîtrisé. Il fallait bâtir là-dessus et non pas venir détruire. Là. Jeter le bébé avec l'eau du bain. Ouais. De faire grandir. Puis c'est un peu aussi, je trouve, un peu la folie de cette migration absolue vers l'info nuagique parce que, ils pensent qu'il va y avoir des économies. La réalité, c'est qu'il n'y a pas d'économie à aller dans l'info nuagique, surtout de cette façon-là. Pas en lift and shift. Il n'y aura jamais d'économie en lift and shift. Ah non, puis ça, on parle juste d'économie pure, là, juste un pour un, là, il n'y aura aucune économie déjà là, en partant. Le deuxième élément à ça, c'est qu'on perd l'expertise des gens au passage, donc on se retrouve à les balancer sauvagement dans des environnements qu'ils ne maîtrisent pas et qui ne sont pas capables de configurer à la pleine capacité et à comprendre qu'est-ce qu'ils font. Et moi, je suis de ceux qui trouvent important que les gens comprennent ce qu'ils font, parce qu'ils ne comprennent pas, ils font juste opérer aveuglément. Qui ne comprennent pas, donc ils vont faire des erreurs, puis ils vont faire des drôles de choix. Là. Je vais faire un aparté. Je vais faire un aparté de 2 secondes qui n'a pas rapport avec l'architecture du tout, mais qui faisait partie de mon plan d'architecture pour le CIUS. J'avais amené Geneviève Deshôtels. Je ne sais pas si tu la connais. Geneviève Deshôtels, c'est une experte en gestion du changement. C'est elle maintenant qui est la directrice générale d'Éducalcote. Je l'avais amenée au CIUS pour leur parler spécifiquement de gestion du changement, parce que c'était le point qui accrochait le plus dans toute l'architecture. Et elle nous a fait comprendre que, justement, pour que le projet ait du succès, il fallait impliquer l'humain, il fallait le mettre au centre de la transformation, et non pas la technologie. Et il fallait que l'humain évolue plus vite que la technologie. Ça, j'ai trouvé ça parfait. C'était le point qui manquait. Donc, dans le plan de projet au complet, la première étape en haut, c'était de mettre en place le bureau de gestion du changement. C'était de commencer à impliquer les communautés d'utilisateurs et les communautés d'administrateurs pour les faire évoluer vers la cible. Oui, notamment. Puis c'est un autre problème, ça, des technologues. Et là, c'est pas nécessairement les architectes, mais vraiment les technologues, parce qu'ils vont penser pour leurs besoins eux autres et non les besoins des affaires. Tu le mentionnais comme ça. C'est très important que le client final, l'utilisateur final, soit heureux de son système parce qu'il va l'utiliser, il va bien l'utiliser. Puis s'il l'utilise bien, il va moins essayer d'aller aux côtés de ce système-là. Fait qu'en souvent, on s'évite du shadow IT parce que là, on a offert un vrai système. Et l'existence même du shadow IT, c'est pas parce que les auteurs sont de mauvaise foi, sont pas contents. C'est juste parce qu'ils sont mal servis par les éléments en place. Donc, c'est pour moi, un symptôme d'un problème organisationnel, de capacité à l'organisation à s'adapter aux besoins des utilisateurs et que d'une extrême rigidité. Et là, je ne parle pas qu'on veut aimer la technologie, mais on veut amener des outils utiles dans les mains des gens et pas des chiffriers Excel partout. Mais il faut les former. Je veux dire, les plus beaux projets que j'ai vus avaient des phases de formation avec des champions, avec des suivis de projets au niveau de la communauté. J'ai fait partie du grand changement chez Bombardier Aéronautique. Je veux dire, il y avait des posters sur les murs pour dire que le projet avançait, puis les choses s'en venaient, puis qu'il fallait que avez-vous fait votre formation, puis toute la communication qui avait été mise, je veux dire, les gens savaient à quoi s'attendre par rapport au projet. Il y avait des emails à toutes les semaines. Il y avait un newsletter par rapport au projet. On est carrément un autre monde de on va faire la migration en fin de semaine, puis lundi, ça va être tout neuf pour tout le monde. L'acceptation sociale, on en parle beaucoup au niveau des nouvelles. Bon, on n'est pas là. Tu sais, puis tu faisais des blagues sur l'existence de nouvelles dans certaines organisations. Oui,
Mais en même temps, s'il n'y a pas eu de plan de changement ou de plans qui ont amené à pousser ces technologies-là ailleurs ou amener les services ailleurs, on n'a pas amené les gens justement à comprendre les changements puis à adhérer à ceux-ci. Puis sont dans ce sens-là. Puis autant, il ne faut pas écouter la demande du beau-frère qui veut des disques durs de chez Bureau en gros, autant ou le dernier gadget qui vient d'arriver parce que ça a l'air c'est super cool puis c'est super cher. Puis ça, c'est le problème, c'est que les hauts gestionnaires sont les plus grands coupables d'importation de technologies étrangères constamment dans un réseau d'entreprise sans considération à comment le réseau lui-même donc vient de pétiner toutes les règles d'architecture constamment. Là. Puis ça c'est Et très tu te difficile. souviens, dans la conférence, justement, j'en parlais. Je parlais du fait que les vendeurs n'allaient pas juste voir le TI, ils allaient voir ceux qui avaient les besoins. Ils allaient voir l'exécutif, ils allaient voir. Je veux dire, il y a des techniques de vente qui sont maintenant documentées pour des compagnies qui ont été acquises depuis, mais où ils attaquaient en haut et en bas en même temps. Ils attaquaient les admins puis les gars de TI en bas, puis ils parlaient à l'exécutif en même temps pour être sûr que ce soit leur techno qui gagne au final. Mais le problème, j'ai rien contre ça de parler avec les vendeurs, mais faut pas que les utilisateurs arrivent avec des solutions ou qu'ils arrivent avec des problèmes. C'est plate à dire, là. Amenez-moi vos besoins, amenez-moi vos problèmes, on va trouver la solution qui va mieux cadrer dans ce qu'on fait. Mais si vous arrivez et vous me dites faut que ce soit Workday, moi, j'ai plus un mot technologique à dire. Je veux dire, je peux plus gérer l'identité, je peux plus gérer la sécurité, je peux pas l'intégrer dans mon système. J'ai rien à dire. Vous avez déjà décidé de la technologie. Ouais, ben je n'ai vu beaucoup de situations de cette nature-là. Puis ça m'amuse toujours, puis à plus petite échelle, sans que ce soit des projets. J'avais des gens qui disaient ouais, moi, je veux ça. OK, mais pourquoi? C'est quoi ton besoin? Je veux ça. Pourquoi? C'est parce que ton voisin il en a un, puis toi aussi, tu veux l'avoir. OK, ben maintenant, on va discuter de pourquoi tu en as besoin. Puis là, on va t'adapter. Peut-être que ce que ton voisin a, tu n'as pas de besoin vraiment. Puis peut-être que toi-même, ça va te nuire. Fait que, on va aller ailleurs, on va regarder c'est quoi ton besoin, puis on va t'amener à la place où tu vas être heureux. Puis encore là, puis on est dans un peu, puis je sais pas si, je pense que c'était comme ça avant le confinement, puis j'imagine que ça s'est aggravé après. Tous les gens pensent qu'ils savent. Ah oui. Ils vont chercher deux, trois affaires, puis ils pensent qu'ils savent. Je veux dire, moi, je commence pas à m'astiner avec mon médecin, savoir qu'il sait pas ce qu'il dit, là, puis ce genre de choses-là. Tu sais, j'ai pas étudié là-dedans. Là. Ouais. Tu sais, je peux poser des questions parce que tu sais, je veux connaître les ramifications, mais je challengerai pas ce qu'il a dit parce que je pense que je suis meilleur que lui, puis que sur Facebook, j'ai lu telle affaire. Là, On tombe dans la théorie du complot. On est d'accord. oui. Pour revenir à Novell, 2 secondes, je faisais une parenthèse Oui. tantôt avant qu'on ait le petit pépin technique. Et je parlais de pôle de compétences. Et comment l'architecture peut soutenir le pôle de compétences. Comment les partenariats aussi viennent soutenir ça. Donc, je prenais l'exemple de 2 gars qui arrivent, qui vont prendre une bière après le travail. L'un qui dit à son ami hey, moi, je suis tanné, là, je suis comme ma job, là, je veux changer de job. On est tous les deux en techno, là, mais moi, là, c'est comme dans le manufacturier, ça me tente. Et là, le gars lui dit viens travailler au CIUS avec nous autres. Là, tu as 2 penchants à cette discussion-là. Tu as le penchant de OK, mais qu'est-ce que vous avez comme techno au CIUS? On roule du Windows 2000, on a du Novell, puis on a du gros Wise, on a du Notes. Et tu as l'autre penchant qui dit mais justement, on est en plein projet de transformation, puis voici vers où on s'en va. Puis regarde toutes les technos hallucinantes qu'on prévoit, qu'on est en train de mettre en place pour arriver à ça dans 5 ans. Ça allume le monde. Ça tu viens de créer un intérêt. Tu viens d'attirer des gens. Puis cette personne-là qui va venir travailler au SUS, qui va voir que c'est vrai, qui va avoir les deux mains dedans, va le dire aussi à ses amis. Là, tu n'es plus dans une spirale négative, tu es dans une spirale hyper positive. Ça se communique beaucoup, puis ça, c'est ce que les gens n'ont pas encore compris, notamment dans le milieu de la consultation, c'est très comme ça, mais tu parlais de 2 personnes qui vont prendre une bière, c'est un peu la même chose. Ces informations-là se parlent, on sait comment les choses sont. Les choses se parlent entre, notamment, parce que moi, je suis plus un consultant, fait on se rend compte de temps en temps prendre une bière et on discute un peu des situations des différents clients. Donc, on le sait, ces éléments-là, et c'est comme ces entreprises-là ne comprennent pas qu'il y a comme ce canal de communication-là qui existe, que les gens se parlent. C'est un petit Et
Puis oui, ben, en TI, on est puis en ASI, c'est encore pire. On est vraiment dans un petit écosystème. Fait que ça va très vite, l'information circule très vite là-dedans et on sait très vite qu'un endroit qui est intéressant, qui est propice, que disons, la cyber est mis de l'avant, on a le support de la haute direction, les énergies sont mises en place, tout est positif, les technologies avancent à la vitesse normale, il y a une adoption, les gens sont heureux de travailler avec ces technologies-là, les choses avancent, à un milieu où c'est morose, où c'est pas le fun, Ben, où c'est des vieilles technologies, résistance au changement, et tous ces éléments, ces connotations un peu négatives et toxiques à certains égards, donc certaines entreprises vont entretenir. donc, Donc, ça attirera pas les gens ou les consultants aussi. et c'est là où je vais faire le lien un petit peu avec la présentation. C'est que les 3 points que j'amenais, c'était pas nécessairement l'idée de faire de la polémique, mais c'était juste de montrer qu'il y a moyen de faire les choses autrement. Euh, oui, on va l'enlever du plancher, là, on va enlever l'éléphant dans la pièce. Oui, moi, je suis un pro Microsoft. C'est ce que je fais. Ça fait 20 ans que je travaille avec Microsoft. J'ai des amis chez Microsoft, j'ai des anciens collègues chez Microsoft. Oui, Mais c'est ton champ à moi. d'expertise. C'est là où tu as acquis ton expertise. C'est là où tu es bon. Pourquoi tu parlerais d'autres choses? Tu Mais, sais, on en parle depuis tantôt de l'architecture pour l'expertise, l'excellence et tout. Mais ton pôle à toi, ça serait fou de renier ton pôle d'excellence. mais le point que j'amenais allait plus loin que ça. C'est que c'est de venir arrêter de regarder Gartner et de dire ah, c'est ça que ça prend. Faut décrocher de juste. Je vais appeler ça une religion. C'est quasiment rendu une religion. D'arriver à dire qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise, qu'est-ce qui est le mieux pour les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils connaissent déjà, dans quoi on a investi depuis 10 ans. Je veux dire, tu parlais d'Excel tantôt. Euh, je suis d'accord de ne pas tout mettre dans Excel, mais s'ils ont déjà une expertise Excel, qu'ils savent déjà comment travailler avec des datasets, puis tout, c'est peut-être plus, l'étape est peut-être plus facile d'aller à Power BI que d'aller à Tableau. Rajouter un autre niveau de Notamment. complexité. Donc, c'est plus dans cette optique-là. Je veux dire, on est à épurer les systèmes. Puis, je te dirais même que j'en appellerais même à certains développeurs logiciels au sein du gouvernement pour dire comment c'est vous autres aussi à normaliser. Parce que c'est pas vrai que d'avoir 12 versions d'Oracle dans un parc, ça fait du sens. C'est pas vrai que de releaser un nouveau logiciel pour la santé en 2022 puis qu'il y ait Oracle 10G dessus, ça fait du sens non plus. Je veux dire, faut ramener ça à des affaires qui se tiennent. Parce que veut pas, ils veulent migrer dans le cloud demain matin, là, toute la loi pour l'élimination des centres de données. Je veux dire, tous ces logiciels-là qui sont développés en ce moment, qui sont sur des vieilles versions d'Oracle, tout ça, ça devrait être migré vers des web apps avec des BD en back-end, dans le cloud, en mode application et non pas en mode serveur. Donc, tout ça, il faut que ce soit pensé. On va. Tu mentionnes Oracle, mais un des plus beaux exemples, c'est le Lotus Note, qui, avec la quantité d'applications qui sont nées de ces systèmes-là et que l'entreprise est prise avec après, et tout changement technologique devient un enfer. Puis là, on sait que la santé, ça a été ça, mais que quand la pandémie est arrivée, ils se sont déniaisés puis ils ont bougé. Oui. Mais ce n'est pas les seuls. Alors, Il y a plein de grandes entreprises multinationales, il y en a plein là, qui sont pris avec ces décisions-là du passé et de se concentrer sur des technologies qui sont peu évolutives ou qui nous mettent dans un jardin fermé, surtout maintenant qu'on est dans un espace ouvert, où on développe vers l'ouverture, vers l'interopérabilité davantage. On est dans des contextes comme ceux-ci pour qui tous les viennent logiciels que ailleurs. j'ai que j'ai déjà développés même dans le passé, j'ai commencé comme développeur là, il y a quelques années. Mais à partir du moment où tu mets ta signature en bas comme de quoi tu as développé quelque chose, il faut que tu sois prêt à le maintenir. Et si tu veux faire quelque chose qui va durer 10 ans et que tu es construit sur la saveur du moment, c'est comme ça va juste être problématique. Faut, Ben, c'est ça où l'architecture arrive et est capable de nous projeter vers l'avant, d'avoir cette cohérence-là et de savoir qu'on va être capable d'interopérer dans X nombre d'années. Puis, tu sais, je veux dire, genre, dans la fin des années 2000, je parlais déjà du saison du. C'est 2000. Là, dans ces eaux-là, en tout cas, bref, dans ces eaux-là, les jetons s'amolent notamment pour l'usage d'identité, justement parce que je voyais arriver comme un standard.
maintenant qui a été remplacé par quelque chose de peu mieux, mais quand même qui est encore en utilisation maintenant, qui est Ouais, encore utilisé par plusieurs systèmes, qui permet une interopérabilité entre les systèmes. tout à fait. Puis à l'époque, j'étais comme novateur, puis le monde était tout énervé, mais je dis oui, mais il y a des standards robustes, développés, ouverts, supportés par les grands fabricants, qui interropent entre eux autres, étonnamment, les grands fabricants, et qui permet justement ce collage-là de technologies qui était besoin dans ce projet-là dans lequel j'étais, où il y avait besoin de coller plusieurs technologies différentes, toujours en maintenant l'identité de la personne qui effectue la transaction. Donc, on avait trouvé à ce moment-là, le jeton salon était le véhicule pour transporter l'identité tout le long du cycle de vie Ouais. du traitement qui était nécessaire. Sur des systèmes hétéroclites à certains égards, on ne savait même pas c'était quoi l'autre bord de la boîte noire qu'il y avait là, mais c'était nécessaire, ce qui sortait était important, était utilisé par cette Ouais. organisation-là. Et faut commencer à épurer, il faut commencer à nettoyer, faut commencer à être conscient qu'il y en a plus de personnel. Et surtout, si tu rentres 50 technologies puis tu veux tout ramener ça vers une seule plateforme en arrière pour lire la sécurité, ben, il y a très peu de chances que ta plateforme elle parle des 50 technologies qui sont en bas. Euh, donc, tu viens dans des problèmes d'interopérabilité, de compatibilité, de traduction des fois. Et à ça, tu rajoutes le fait que ben, le message que tu t'envoies, ben, pour savoir que c'est une erreur ou que c'est une attaque, quoi que ce soit, il faut que tu aies les données, il faut que tu aies l'intelligence en arrière. Fait que plus que tu en rajoutes, plus que tu as besoin d'aller chercher l'intelligence, plus c'est long, moins c'est efficace. À un moment donné, ça devient hyper pesant. Et surtout, plus tu as de techno, plus que tu vas avoir ce que moi j'appelle là, des points d'ombre. Plus que tu as de place où tu ne verras pas ce qui se passe. Je me souviens, j'ai un ami il faisait un appliance qui regardait les stats de performance web. Et la particularité de cette appliance-là, c'est qu'il faisait du crawling à l'intérieur des data centers. Et à un moment donné, il rentre chez un client et il dit Hey, il te reste 3 serveurs Cold Fusion. Il dit Non, ça fait des années qu'on n'a plus de Cold Fusion. En faisant des recherches, il était en dessous des bureaux des développeurs, mais il servait encore des pages web publiques. Oui, oui, On parlait de Shadow IT tantôt, là. oui. Oui, notamment. Ouais. Ouais, j'en ai vu, ça me rappelle les souvenirs où il y avait, je pense qu'il y avait l'équivalent des ESB, des Enterprise Service Bus, qui étaient cachés en dessous de bureaux de développeurs, mais qui servaient aux transactions financières de l'entreprise, notamment, où il y avait des éléments comme ça qui reposaient là-dessus. Il y avait des batchs de traitement, mais qui vivaient sous ça. Et l'organisation ne le savait pas vraiment, puis on l'a découvert dans un projet de migration. Parce que quand il a fallu, comme on voit une racine qui traîne, on commence à tirer la racine, tout à coup l'arbre il suit. C'est comme, ouais, comment ça se fait que c'est ça? Fait que c'était une démonstration où justement l'architecture avait été déficiente, puis ça avait été fait sur la gueule. Je dis dans cette époque-là, je dirais dans un autre univers où c'était encore moins rigide, Ouais. ou pas rigide, mais moins Formel. cadré qu'on Formel. a maintenant. Puis formel. Puis il y a un avantage réel à ce formalisme-là. Puis d'ailleurs, c'est un des points très importants que je mets de l'avant dans mes différents mandats. Un, pour standardiser le vocabulaire. Juste standardiser le vocabulaire est déjà une aventure. Puis ça, c'est le rôle de l'architecture de standardiser ce vocabulaire-là pour que tout le monde parle la même chose. Puis ça, c'est pas Ouais. facile. Puis ensuite, ben là, on commence à amener ensuite des concepts puis d'avoir cette rigueur-là qui se met en place. Oui. D'ailleurs, j'ai un ami comme ça qui n'arrête pas de me dire ça nous prendrait un ordre. Un ordre d'ingénierie TI ou d'architecture TI. Parce que, il dit, présentement, n'importe qui peut mettre qui est un architecte en TI ou un conseiller en architecture TI. Puis, il y en a des excellents, puis il y en a un 30% qui sont juste pas bons. Là. Puis, malheureusement, ce que Oui, ça donne au final, des fois, c'est catastrophique. Oui, parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils font, parce qu'ils sont pas bien formés, mais ça, puis ça, c'est d'ailleurs un autre débat qui soulève beaucoup de passion, cette chose-là d'ordre professionnel. Puis j'avais abordé sur le podcast qu'on avait enregistré le mercredi soir au Sécure. Puis justement, cet élément-là où la recherche, ou comment on vient encadrer tous ces éléments-là dans le cas c'est parce qu'on parlait de Flipper Zero, qui était l'espèce d'élément passionnel dans lequel on avait suivi la conversation, et que dans le fond, les chercheurs en cyber devraient
homologué ou certifié ou peu importe comment on veut encadrer ça. Pour pas que ce soit n'importe qui le fasse. Il y a des fois, c'est faiblesse à ça, mais au moins, on se met dans un cadre normé. En architecture aussi, on devrait être dans un univers plus normé. Puis on résiste en même temps, là, comme secteur dans la chose. Il y a beaucoup de gens qui résistent parce que le raccourci, c'est dire, il faut des études universitaires dans tel Ouais. domaine, puis c'est ça qui va te donner ta certification de pouvoir opérer comme ça, comme les C'est ça, ingénieurs. mais j'arrive, à quelque part, je pourrais être un des premiers à résister. Je veux dire, moi, ça fait 30 ans bientôt que je fais de la TI, euh, plus de 25 comme architecte, et j'ai une attestation d'études collégiales en bureautique, là. La distinction, c'est que j'ai à peu près 28 certifications manufacturières. Je veux dire, je, je suis un curieux insatiable, mais je veux dire, si tu me dis demain que ça prend un bac en ingénierie, ça fait partie de l'ordre, j'en fais pas partie. Ouais, c'est un des problèmes de cette façon-là, parce que pour moi, c'est un raccourci de le présenter de cette façon-là, de dire il faut absolument un diplôme universitaire, machin, pour faire partie d'un ordre comme celui-là, comme les ordres plus formels dans lesquels qui existent à l'heure actuelle. Amène à ce problème-là. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce type d'éducation-là, qui sont très bons, peu importe dans le domaine dans lequel ils opèrent en TI ou en cyber, là, parce qu'il y en a dans les deux. J'ai Oui, d'ailleurs créé un adage là-dessus. Le papier ne garantit pas la lumière. non. Parce que j'ai Non, vu des non, ça, gens qui étaient puis certifiés, j'ai vu des gens qui avaient des diplômes longs comme le bras et on décomposait le registre de Windows à côté d'eux, puis on leur construisait dans un fichier texte, puis les autres n'avaient aucune idée de quoi on parlait. ouais, ben c'est ça, c'est que c'est comment on mesure la compétence, puis ça demeure un élément très difficile. Dans un monde où on est en sous-capacité, c'est d'autant plus difficile de dire que de racheter des portes des barrières à l'entrée. Mais en même temps, puis c'est là où peut-être qu'il y a des secteurs spécifiques où il va falloir qu'on vienne normer. L'architecture est un bel exemple parce que c'est là, de là émanent normalement les décisions. Donc, il devrait y avoir un degré de responsabilité associé avec ce genre de choses-là, parce que ces décisions-là mènent à des choix, à des acquisitions, à des déploiements réels. Puis à l'heure actuelle, je suis bien heureux que les architectes en TI ne fassent pas des ponts parce que j'arrêterais d'être sur des ponts. Là. Parce que j'aurais juste peur que le pont tombe une fois sur trois. Là. J'ai, à ce niveau-là, je te dirais que moi, j'ai beaucoup apprécié quand Microsoft est venu mettre tous les standards par rapport aux architectures cloud. Donc, ils sont venus créer des landing zones qui étaient normalisées pour certains services critiques. C'est venu éclairer un paquet d'affaires, mais aussi venir automatiser un paquet de déploiements. Donc, il y a toute une série de technologies maintenant ou de services que si tu as besoin du service, tu vas juste dans la bibliothèque, tu vas chercher le guide. Tout est là, tout est normé, tout est normalisé. Et c'est fait avec les meilleures pratiques du marché. C'est vetté, entre guillemets, c'est étampé par les ingénieurs de Microsoft pour dire que c'est comme ça que ça doit être fait. J'ai vu des choses semblables aussi, je pense, du côté d'AWS. Euh, Il y en à a très haut tous niveau, là, des mais guides parce que ouais, mais je sais, ben, je les connais moins bien chez les autres. Là. Je sais qu'Azure ont de très bons guides de ce côté-là. Puis on a fait l'effort. Je pense que AWS, ça travaille avec le gouvernement fédéral, notamment pour arriver à ce genre de choses-là aussi. et je ne sais pas si tu as vu, Ces petite guides-là parenthèse, vont 30 plus vite. secondes, dans Purview, donc dans le portail de conformité de Microsoft, il y a maintenant une série de conformités canadiennes qui sont là et contre lesquelles tu peux tester ton environnement Microsoft 365. Ah, ça, je ne les avais Euh, pas vus. Ça fait déjà un certain temps que je n'ai pas touché à Purview, donc trois, ceci 3 à explique 400 cela. contrôles pour chacun. C'est vraiment détaillé, c'est vraiment bien fait. Ils ont travaillé fort de ce côté-là pour inclure, entre guillemets, la réalité canadienne. J'ai hâte de voir s'ils vont le faire pour la loi 25. Ça serait étonnant, on est tout petit. Ah, mais Mais on a du poids. ouais, on a de Oui. l'influence, mais ça, en ce sens, effectivement, mais bon, ça reste à voir. Puis en même temps, la loi 25 est beaucoup moins prescriptif que les éléments comme le fédéral peut émettre, là, qui sont essentiellement basés sur le Ouais. NIST, là, pour les avoir vus, mais quand même vient déjà établir. Puis moi, je sais qu'AWS a fait la même chose, avait déployé des scripts spécifiques
à l'établissement d'un landing zone avec les meilleures pratiques, avec les différents éléments minimal qui doivent être présents dans un environnement qu'on pourrait considérer sécuritaire à un niveau défini X C'est ça. aussi. Là. Les autres, c'est le protégé B et ainsi de suite, là, qui était le seuil minimal. Puis ça, là, on parle d'éléments, de normes, de standards. Il faut les connaître. Puis il y a tellement de peu de gens qui les maîtrisent à l'heure actuelle que c'est difficile. Je dis, oui, mais vous devez faire ce genre de choses-là. Oui, mais là, c'est difficile. J'ai pas dit que c'était facile. C'était facile. J'ai dit qu'il fallait qu'on le fasse. C'était facile, tout le monde le fait. Oui, mais on n'aurait pas difficile d'avoir des employés, on n'aurait pas difficile d'avoir du monde qui travaille en ces environnements-là. C'est pas nécessairement facile, mais c'est les seuils dans lesquels on doit atteindre pour arriver. Puis c'est ça, au niveau de l'architecture, on est gardien de ces éléments-là. Cette documentation-là, j'ai fait des exercices dans plusieurs organisations, notamment en analyse de risque ou en normalisation, en l'usage d'un référentiel, là, peu importe. Là, il y en a plusieurs. Là, tu penses que c'est comme une boîte à bonbons, t'en pognes un, puis peu importe. Là, c'est juste une fois que tu l'as choisi, tu restes avec. Puis on parlait de normalisation au niveau des technologies, c'est la même chose. La norme qui va servir à faire ton design d'info nuagique ou sur site et en cyber la même chose, ça doit rester le même sur un horizon de 5, 10, 15 ans pour être sûr que ça suive, que les gens se re-questionnent pas à tous les 2 ans, savoir si ça marche, ça marche pas. On est encore dans cette même réflexion-là, cette standardisation-là, cette normalisation-là. Et ce n'est pas plate, ça donne un certain degré de prévisibilité. Et, by the way, le business aime ça quand c'est prévisible. Ils n'aiment pas ça quand ils ne savent pas quand le serveur va planter, qu'il va se passer quelque chose d'inattendu. Ils aiment beaucoup ça, les affaires. Puis ils mettent de l'argent, ils sont prêts à mettre de l'argent aussi. On en parlait d'ailleurs tantôt hors d'onde, je crois. Quand la pandémie est arrivée, le move que le ministère de la Santé a fait avec Microsoft, je veux dire, c'est maintenant une étude de cas mondiale. Ils ont migré 400 000 personnes dans Office 365 en 3 mois. Je veux dire, c'est pas un petit fait d'armes. Moi, j'ai vu des migrations de 600 personnes qui ont pris plus de temps que ça. Et l'INSPQ qui est venu mettre une interface en avant pour s'assurer qu'il soit plusieurs clients à l'intérieur d'un même master tenant. C'est de toute beauté. L'architecture est superbe. Et Microsoft s'en sert encore comme cas d'espèce aujourd'hui. Mais parallèlement à ça, il y a eu on va dire des bévues qui ont été faites durant la pandémie, où il y aurait pu avoir des turnarounds qui auraient été beaucoup plus rapides, justement en utilisant, par exemple, Windows 365 plutôt que d'acheter des portables. Même moi, avec Windows 365, durant la pandémie, j'aurais pu spinner 10 000 laptops. Là. Ça m'aurait pris une demi-journée. Alors que d'installer 10 000 laptops, c'est 1 mois et demi ou 2 mois de travail. Notamment, là, tu parles d'Autopilot, entre autres. Non, je parle de Windows 365, carrément, où tu prends une image qui est déjà construite, tu mets des politiques, puis tu la publies. Ça devient une image équivalent de Citrix, une image carrément qui est l'accès à distance, où ce que tu peux carrément te loguer sur du stockage Azure, et tu as tes outils 365, puis tu peux partir là, comme ça. Il y a ça, c'est pas ça, il y a Autopilot qui fait la même chose. C'est le déploiement automatisé de portail, justement. C'est de venir automatiser la mise en place des. Mais Windows 365, c'est vraiment Windows dans le cloud. C'est du VDI, mais géré par Microsoft. Ah, OK, tu parlais comme ça, j'avais ça, mais c'était pas super mature au début du confinement. Ça l'est devenu plus tard après, là, cela étant dit. Mais les images de base étaient super solides. Ça aurait permis de faire. Ça aurait permis de ne pas avoir des laptops personnels branchés sur des réseaux corpos qui font des affaires. On aurait été capable, puis j'avais déjà abordé cette situation-là pour accélérer une migration ou compenser le manque de laptops, parce qu'à une époque, tout le monde a voulu acheter des laptops en même temps, fait que les fournisseurs n'ont pas été capables de fournir. Dans ce moment-là, je dis, dans la solution intermédiaire, pour qui vient justement protéger le réseau de l'entreprise, spin des images dans le cloud, puis vas-y comme ça, puis ça va se faire. Ça, puis une fois que tes laptops arrivent, là, tu vas être capable de réduire ta consommation, mais d'aller plus vite. Et c'est d'amener ces réflexions-là dans une question de continuité de business avec les outils qu'on a en place, avec ce qui est disponible sur le marché et comment on est capable de se retourner assez vite. Oui, puis tu sais, je l'ai vu, puis j'ai pu voir aussi, puis c'est là où
on voit l'agilité à différents endroits. Puis j'ai connu plusieurs clients durant le confinement et mon onboarding a été différent à plusieurs Ouais. endroits. Et à certains endroits, ça a été un cauchemar. À d'autres, ça a été sublime, du sens où j'ai été dans certains onboarding où j'ai dû aller me présenter sur site. On m'a expliqué des affaires, on m'a donné des affaires, ça fonctionnait pas bien, ça a eu du back and forth quand même pendant plusieurs semaines avant que ça stabilise. Quand j'ai d'autres cas où je suis arrivé, tu ils parles pas m'ont. d'une banque avec un logo vert, hein. C'est pas de ça que tu parles. Je nommerai pas, je nommerai rien. Où j'ai eu d'autres clients qui m'ont shippé leurs ordinateurs à la maison, je l'ai branché, jour 1, il marchait, j'avais aucun questionnement, toutes les applications sont descendues sur le laptop, j'étais fonctionnel, dans ce cas-ci, c'était M365 qui était leur plateforme, j'étais configuré, déjà tout mon setup était déjà prêt, mon MFA a été mis en action de façon automatique, ça a été super rapide, pif pouf, puis ça s'est fait comme ça, sans que je sorte de chez nous. En plus, c'est dans un contexte où on n'était pas autorisé vraiment de sortir tant que Ouais. ça. Là. On est encore vraiment pris dans nos Mais prenons ce bulles. cas-là particulièrement. Là. Admettons que je suis une banque et que j'ai 5000 consultants. Pourquoi j'investirais dans 5000 laptops qui vont être morts dans 3 ans? Que je vais devoir recycler dans 3 ans. Je veux dire, sans farce, là, pour le même prix. Moi, j'ai un XPS, là, je connais son prix de location par mois. Là. Pour le même prix, j'ai une VM Windows 365 qui est disponible 7/24. Ouais. 4 corps, 16 gigs, 1.6 gigs de bande passante. Up and node. Oui. Oui, puis là, ça devient des choix d'architecture. Puis là, on pourra débattre quand même assez longtemps sur ces choix d'architecture-là, parce que ce que je mentionne, c'était une continuité par rapport à comment ces organisations-là fonctionnaient. Oui. Donc, le fait d'avoir une expérience facile dans un contexte qui était en harmonie avec où ils étaient rendus avec leur architecture, ça se faisait bien. C'était pas le choix parfait. Oui. Tu as un choix qui était un peu plus parfait, mais ils étaient quand même en continuité avec leur setup à l'autre. Puis j'imagine qu'ils ont avancé depuis ce temps-là, puisqu'ils étaient déjà en 2021, je crois, celui-là, était déjà quand même bien organisé. Tout roulait quand même assez bien. Tout était assez smooth sur le onboarding d'une personne à l'extérieur. Puis ensuite, ben, la sortie, quand j'ai fait le offboarding, ça a été aussi facile. Tout s'est fermé. Je suis allé porter ça à un endroit. Les autres, on était rendu en ouverture. Là. J'avais le droit d'aller porter j'avais le droit de voir des humains. Fait que j'étais allé porter dans un champ de dépôt. Mais il y a un autre client que le offboarding s'est fait pendant le confinement. Et il n'y avait pas le droit vraiment de sortir de tant que ça, autre chose. Fait que j'ai reçu une boîte, j'ai mis mon laptop dedans, puis je l'ai rechippé, puis ils sont partis avec, puis l'ont redistribué à quelqu'un d'autre. Donc, j'ai connu l'autre bout du spectre où tu avais des techniciens qui étaient dans une salle, qui étaient barrés, qui étaient l'équivalent d'une voûte, tu avais un petit guichet, et tu venais là, puis ils te passaient ton laptop avec ta boîte de matériel en dessous de la gate, puis tu signais le papier, puis tu partais avec. Tu avais ton petit papier avec ton code d'utilisateur, puis tout. Voici, l'image est dessus, va-t'en avec. Autre temps, autre mœurs. Ben, oui, il y a plein de choses, mais dans la perspective où ces frictions-là, puis si on revient toujours à ça aussi, il faut que il faut que les architectes réduisent la friction autant que possible. Puis là, dans le contexte où je recevais mon laptop à la maison, je le branchais, tout fonctionnait. Ben, c'est merveilleux, justement, parce qu'il y a eu la réflexion. Quand j'ai vu, il y a dans les mêmes périodes, d'autres clients où ça a été beaucoup plus ardu, ça marchait pas bien. J'avais pas de laptop, je n'ai eu un, mes accès n'étaient pas bons, il fallait que j'aille sur place, ils savaient pas trop, étaient perdus. Donc, toute cette organisation-là, qui a l'air un peu banale, mais tout ce flot-là de choses-là doit être réfléchi. On parle de gestion de changement, on parle d'architecture, on parle d'expérience utilisateur, et tout ça en fait partie. Il n'y a personne qui a réfléchi à rien. Dans mon livre que je suis en train de finaliser, en pensant qu'il devrait sortir début juin, je dis que la techno, la meilleure techno, c'est celle que tu vois pas. Peu importe, là, si tu es capable justement de faire un processus où tu rouvres le laptop, tu te logs, ça part, tout s'installe, tout marche, c'est fini. Tu n'as pas à appeler, c'est déjà pré-pensé pour toi. Ça, c'est de la bonne techno. La techno, où il faut que tu appelles 8 fois à 8 places différentes pour que ça marche, ça fonctionne pas. C'est plate, là, mais c'est pas de la bonne techno pour moi. C'est pas de la bonne architecture. Puis
Ou c'est pas de la bonne sécurité, c'est pas de la bonne chose. Puis en ce sens, euh, c'est un peu moins vrai maintenant, mais ça l'a été pendant longtemps. Apple était un des champions de ça, d'enlever toute friction. Puis eux autres, ils enlèvent le maximum de friction, puis c'est ça l'objectif. Ça va fâcher certains gens en TI qui veulent jouer dans le moteur, puis veulent tweaker des affaires. Fine. Mais moi, je suis rendu à un moment dans ma vie où je veux pas tweaker mon téléphone. Je veux qu'il fonctionne. Donc, j'ai aucune frustration d'avoir un iPhone, que je sois pas capable de changer mon fond d'écran avec des choses qui bougent parce que moi je me sens spécial. Non, moi, il faut qu'il fonctionne. Faut que quand je l'opère, faut que je sois capable de faire des appels rarement quand j'en ai affaire, mais que les applications qui fonctionnent dessus soient stables, soient sécuritaires, puis me permettent d'arriver à ce que je fais. Fait que si j'arrive à ça, le restant, moi, c'est de la foutaise, puis c'est à la limite même du caprice. Fait qu'Apple a fait d'énormes efforts, puis même au niveau de la sécurité, ils ont énormément avancé là-dessus. Le fait que de Touch ID puis Face ID, toute cette intégration-là de sécurité qui fait que c'est transparent pour l'utilisateur, il n'y a pas de friction. Fait qu'à ce moment-là, est-ce que tu veux que les gens vont adhérer? Ben oui, ils vont adhérer, il n'y a pas de friction. Fait que là, naturellement, ils ont amené les gens à sécuriser leur téléphone de façon beaucoup plus importante avec une technologie qui ont quand même réfléchi et qui est fluide par rapport à ça. Fait en cyber, on devrait prendre ça en exemple de réfléchissez-le. Puis quand on lit les papiers en arrière du Touch ID notamment, la quantité d'ingénierie et de réflexion qu'il y a en arrière de ça, c'est quand même intense. Il y a beaucoup de gens très brillants qui se sont assis dans une pièce puis ont réfléchi pendant des mois pour faire dans ça. le côté Microsoft de la chose, si tu regardes Windows Hello aussi, vous avez toute la biométrie, le Face ID, tout ce qui a rapport avec Windows Hello aussi. Il y a, écoute, la quantité de papier de recherche qu'il y a derrière de ça, c'est juste hallucinant. Là. Oui. Ça, le problème de Windows Hello, c'est qu'il ne contrôle pas le matériel, donc ça donne... il manque un peu de fluidité dans l'ensemble de l'expérience. Mais si tu regardes toute la nouvelle gamme de laptops qui supportent Windows Hello, soit que la biométrie est intégrée et qu'elle fonctionne, mon laptop en est un exemple, ou que la caméra supporte le thermique. Ça prend une caméra thermique pour faire la reconnaissance. Oui. Donc, toute cette dynamique-là, je veux dire, il passe quand même aux manufacturiers. À l'intérieur d'une ou deux générations de portables, d'habitude, tu le vois arriver. Oui. Mais si tu vas sur une surface, par exemple, c'est assez impressionnant. Là. Depuis déjà trois C'est générations, ça, quand tu contrôles le matériel. Quand tu contrôles le matériel, c'est ça que ça donne. Là. C'est pour ça qu'Apple a cet avantage-là parce qu'ils contrôlent le logiciel et le matériel. Donc, effectivement, eux autres, quand l'iPhone l'ont fait, ben, ce degré d'intégration-là leur a permis d'intégrer cette sécurité-là de façon très importante dans leurs équipements qui amènent ça, qui ne rajoutent pas une lourdeur supplémentaire à bien des égards. Puis même cette même intégration-là qu'on retrouve aussi dans la chose quand on a des outils M365 sur iPhone non enrôlés. Ben, il y a tous ces éléments-là de biométrie qui sont rattachés, qui sont inhérents au téléphone que les applications Microsoft bénéficient et qui, justement, a fait que l'expérience M365, elle est beaucoup plus fluide à bien des égards. Puis là, tant qu'à parler de M365, j'avais exprimé ma frustration au passage que j'adore le fait que Microsoft a été capable de prendre des applications comme Outlook, notamment, être capable de les séparer pour le travail et le perso sur le même appareil. Je trouve ça super chouette. Pourquoi ils n'ont pas fait ça sur le desktop? ça me fâche noir parce que conceptuellement parlant, d'un point de vue architecture, c'est pas beaucoup plus compliqué à mettre en opération, mais ne le font pas. La raison, elle est quand même assez simple. C'est que très peu de gens, comme toi et moi, vont avoir un portable qui va servir pour les deux. La plupart des gens qui travaillent avec un ordinateur de bureau vont se faire donner l'ordinateur de l'entreprise. Et l'entreprise va dire habituellement dans toute leur communication, dire cet ordinateur appartient au bureau, ce n'est pas un ordinateur personnel. Oui, il y a des choses, mais cet élément-là, puis particulièrement pendant le confinement, c'est à ce moment-là, on s'est trouvé dans cette frontière-là où ça aurait bénéficié à tout le monde d'avoir cette espèce de cloison-là. Et même pire que ça, tant qu'à aller à Chalet encore, c'est dans Teams, version ordinateur, avant qu'ils réussissent à permettre une multisession dans le Teams lourd, c'est tout nouveau. Fait que là, on sort du confinement, puis ça l'arrive. Quand dans le confinement, ça aurait servi à tellement de gens que le Teams puisse basculer d'un tenant à l'autre, que puis là, ils l'ont fait, mais après. Quand sur le téléphone, c'était déjà comme ça. Je vais défendre ma paroisse un peu quand même.
faut quand même que tu penses aussi à Il faut. OneDrive que tu peux avoir en personnel et en professionnel depuis jour 1. Ça fait, Oui. ça fait 8 ans, ça Ben, fait 8 ans que ça marche très puis, bien. Tu as ton OneDrive perso, tu as ton OneDrive professionnel. La barrière entre les deux, elle est très claire. oui. Puis ça, ben, je sais pas sur Windows, sur Mac, je sais comment ça fonctionne. C'est parce qu'ils font deux instances comme Google G Drive, c'est la même chose. C'est deux instances qu'ils font vivre. Fait que ils trichent un petit trichent. Mais bref, c'est là, puis là, on charge sur de l'architecture de grands manufacturiers qui ont des budgets beaucoup plus importants que la plupart de nos Oui. clients. Là. Mais le point surtout, c'est qu'on en bénéficie. Le fait qu'il y ait deux instances, je vais prendre l'exemple de OneDrive, c'est que moi, après ça, avec Intune, quand j'ai eu le temps de sécuriser OneDrive et de dire que les données d'entreprise ne peuvent pas être copiées d'un OneDrive public d'entreprise à un OneDrive public ou privé, ben, ça me permet de venir appliquer toute cette politique de sécurité-là sur l'entreprise sans affecter les données privées. Oui, tout à fait. C'est un peu le cœur de ce que je mentionne qui m'agace parce que sur le téléphone, on est capable de l'opérer très bien, cette distinction-là entre les deux univers. Et que si l'entreprise décide de couper ou veut m'empêche de faire des opérations sur mon OneDrive ou mon Teams Ouais. ou mon Outlook corporatif, il y a la capacité de le faire. Mais sur le client lourd Mac ou PC, et Windows n'est pas capable de faire ce degré de séparation-là. Et là est ma frustration parce que à un certain moment du confinement, je pensais qu'on allait arriver au moment où on allait enfin se débarrasser des ordinateurs de bureau et qu'on allait être capable de vivre dans un univers sans ordinateur donné par l'entreprise. Mais Je bref, pense que je pense qu'il y a eu, ce ouais, rêve-là, mais je pense qu'il y a eu un c'est test. Je écrasé pense qu'il y a eu un depuis. test de Microsoft pour le valider si ça valait la peine de le faire. Tu te souviens bien, il y a eu une vague mi-2020 à peu près. Il y a eu une vague de conférences et de discussions Microsoft sur le BYOD. Comment gérer Ouais. les appareils BYOD, etc. Puis la réponse du marché n'était pas là. C'est-à-dire que Non, les entreprises n'ont tout pas le monde avait d'appétit à envoyé des ça. laptops à tout le monde. Tout le monde avait des ordinateurs de bureau chez eux. C'est comme. Donc, aller investir là-dedans, pour eux, ça ne faisait pas nécessairement sens. Non, ben c'est ça, en ce sens-là, je ne questionne pas le choix d'affaires qui est associé à ça, parce que probablement qu'ils ont validé s'il y avait des sous à faire avec ça, puis Microsoft sont très bons pour valider Ouais. les opportunités d'affaires, puis ça, je leur donne ça. Mais comme utilisateur, puis parce que j'ai cru un court moment là, en 2020 que ce rêve-là, qu'on allait enfin se débarrasser de l'obligation d'avoir un ordinateur de bureau dans lequel on va pouvoir travailler n'importe où sur n'importe quel équipement, et que même si on a un équipement toxique, le Outlook ou le Teams qui est dessus est protégé par sa bulle à lui. C'était ça qui aurait été très, très agréable à On arriver à pourrait ce faire un moment-là. petit retour sur Windows 365, par exemple, où ce que tu peux booter directement à partir de ton login, puis de rentrer directement dans un ordi de bureau sans affecter tout ton ordi personnel. Fait que dans un certain sens, il y a Ouais, moyen de le ben, faire, là, mais ça prend des infras en conséquence. ça avance, mais bref, c'est un élément d'architecture. Là, bref, on cherche sur de l'architecture de chez Microsoft qui sont beaucoup, beaucoup meilleurs que nous autres de toute façon dans ce qu'on fait, puis ils ont beaucoup de gens qui réfléchissent. Mais c'était un peu à penser que ces éléments-là ont des conséquences quand on revient sur le fait que le onboarding que j'avais dans des entreprises pendant le confinement, même post-confinement, ce onboarding-là, il y a certaines choses qui sont restées et Oui. heureusement qu'on a Oui. gagné. Le fait que maintenant, on a beaucoup plus de télétravail, donc ils ne t'obligent plus de présenter, donc ils vont aller shipper ton laptop. C'est plus courant maintenant que le laptop est shippé directement chez la personne, tu l'ouvres avec Autopilot, puis tout redescend parce qu'il était pré-enrôlé Autopilot et Intune, puis tous les setups se mettent en œuvre. Donc, c'est une réflexion de fluidité de déploiement. Dans la mesure où on a besoin, puis tu le ramenais, est-ce que le laptop est vraiment encore nécessaire comme à déployer à l'ensemble des employés? Et comme je dis à certains égards, parce que je le vois encore, est-ce que c'est vraiment nécessaire de donner une ligne téléphonique au sens où qu'elle soit physique avec un Oui. bureau, sur un bureau avec un téléphone ou virtuel dans un Teams ou dans n'importe quel smartphone? Est-ce que c'est encore nécessaire dans les entreprises que 100% des employés et des consultants ont besoin d'avoir ce genre de choses-là? Tant qu'à moi, la réponse est non, parce qu'on a comme migré sur une autre façon, puis même aller plus loin. Est-ce que 100% des employés ont besoin de communiquer par courriel à l'extérieur de l'organisation? La réponse, à mon sens, est encore non. Et juste ces réflexions-là, un, pour les coûts au niveau des lignes téléphoniques, parce que pourquoi on investirait sur ça, et sur la sécurité pour les courriels, pourquoi j'aurais besoin, puis dans mon cas particulier, quand je suis un consultant chez un client, j'ai
très rarement besoin d'accéder à envoyer des courriels à l'extérieur de l'organisation. Et à ce moment-là, à la limite, si j'ai un besoin, je ferai une demande express de m'ouvrir mon courriel vers l'extérieur. Mais de facto, je ne serais pas supposé recevoir des courriels à l'extérieur. Ouais. Exception faite maintenant avec Teams, ces affaires-là qu'on reçoit des affaires, mais on enlève ça comme exception. Et je te dirais qu'au final, ça revient beaucoup à ce que je disais dans la présentation, c'est-à-dire, en passant la présentation, là, je veux dire, c'est la version 2 qu'on a vue, on s'entend. La version 1, j'étais parti carrément. J'étais en train de faire un cours magistral de 3 heures. Mais il y a énormément de contenu sur ce genre de choses-là, l'architecture, comment on place l'humain, comment on réfléchit comment la c'est arrivé à où pérennité. est-ce que c'est? T'sais, si tu pars de la base, tu dis, OK, Cisco, à la base, c'était un device qui ont explosé en plusieurs devices pour venir créer un écosystème qui n'existait pas. VMware qui arrive après ça, qui vient transformer, puis qui fait du server sprawl, puis qui vient, dans un sens, régler le défi d'avoir un serveur par service, mais qui en retour ramasse des petites organisations de 800-900 employés qui tout à coup ont 300 serveurs. Puis là, après ça, tu rentres Gartner avec ses analystes. Après ça, tout ça fait, tu peux tout faire le chemin au complet qui amène au fait, on va dire, au mess dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as énormément de diversité, énormément, mais un des exemples que je prenais, c'est Gartner. Si tu prends les 10 dernières années, juste en BI, Business Intelligence, et admettons qu'il y a 10 ans, tu as choisi celui qui était en haut à droite, qui n'existe même plus aujourd'hui. Pour la plupart des domaines, c'est exactement comme ça. Soit ils ont été rachetés, puis peu importe ce qui s'est passé, mais c'est rare qu'on va les retrouver là. Donc, tu te retrouves dans une situation où tu peux pas. C'est comme si tu ne pouvais pas créer à long terme si tu regardais juste ce qu'il y a aujourd'hui. Il faut vraiment que tu sois capable de te projeter, il faut vraiment que tu sois capable de travailler puis de lire les maîtres à penser qui travaillent en ce moment sur l'industrie pour voir vers où elle s'en va. C'est l'exemple que je donne tout le temps, c'est Bitcoin. Moi, tu ne me verras pas investir une somme en Bitcoin. Parce que c'est basé sur de la crypto. Puis pour moi, la crypto est déjà en train d'être défaite par le quantique qui s'en vient. Notamment, puis de toute façon, c'est créer de la valeur à partir de rien du tout. Puis ça, c'est un problème parce que tu peux pas créer de la valeur à partir de rien. Il faut que la valeur elle soit ancrée sur quelque chose. Il faut qu'elle existe. Adosser un actif. Il faut qu'elle soit capable de l'appuyer. Déjà là, le Bitcoin, pour moi, c'est un problème en ce sens-là. C'est du pur spéculatif. Puis à la limite, c'est un Ponzi scheme. Donc, c'est fait pour crosser ceux qui est en avant de toi. Fait que, essentiellement, pour moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Puis c'est pour ça que j'y touche pas. Mais ça, bref, je vais me faire lancer en disant ce genre de choses-là. Mais si on revient à Gartner, mais le cadran, je m'en fous un peu, mais c'est la courbe d'adoption technologique que j'aime beaucoup parce qu'elle est quand même représentative de ce que c'est. Tu as l'espèce d'énervement au début, la désillusion, puis ensuite la maturation du marché. Et le problème, c'est qu'on met tellement d'énergie sur le premier hype, puis ensuite, on est toujours tous déçus par ce qui suit avec. Mais tu dis, oui, mais c'est prévisible, on sait tous que ça fait ça. Alors, pourquoi tu investis sur des choses comme ça quand tu as un besoin, disons, sur 10 ton besoin, c'est un besoin sur 10 ans? Puis l'architecture devrait appuyer, disons, j'ai un besoin sur 10 ans. Je ne vais pas prendre la technologie émergente, je vais prendre la technologie qui est stable, qui est mature, ou je vais à la limite faire un pari que la technologie sur laquelle je vais investir va devenir mature, parce qu'elle peut le devenir, mais ça devient un pari, puis à ce moment-là, c'est d'autres choses. On peut le faire, ça, puis ça, c'est autorisé. Cependant, il faut le savoir qu'on le fait, ce pari-là. Je te parlais de Cold Fusion tantôt. Est-ce que tu connaissais la techno? Oui. Hey, c'est vieux, cette affaire-là. Parce que la plupart des... J'aime pas ça parce que c'est ultra vulnérable. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'en 98, c'est moi qui ai écrit le site web du Canadien de Montréal sur Cold Fusion. Mais la farce là-dedans, c'est que j'ai investi beaucoup pour apprendre Cold Fusion, apprendre SQL, apprendre tout ce qu'elle avait. Et 18 mois après, Microsoft sortait ASP. En dedans de 2 ans, plus personne ne parlait de Cold Fusion. Avec FrontPage à l'époque. FrontPage, puis le VBS. mais le point, c'est que ça m'a appris beaucoup par rapport à ne pas parier contre Microsoft. Je me suis un petit peu mordu les doigts avec VMware. J'étais certifié VMware, mais ce n'était pas ma plateforme par choix.
Mais Hyper-V n'a jamais levé autant que VMware jusqu'à ce que Microsoft investisse vraiment dans le cloud et commence à faire de quoi de plus structurant avec les machines virtuelles. Mais si on regarde aujourd'hui, je veux dire, ce qui se passe avec Broadcom et VMware, ça a beau ne pas être une plateforme préférée. Moi, ça me brise le cœur d'avoir un pilier de l'innovation qui est ce que VMware était pour moi depuis quand même plus de 10 ans, 15 ans même, se faire réduire à une vente de feu. Je trouve ça vraiment atroce de ce côté-là. Ouais, ça, c'est plus dur à voir. Là. Mais ça, ces éléments de consolidation-là sont plus durs, mais en même temps, Microsoft aussi a eu des ratés. Là. Ils en ont tous eu des ratés à un moment donné ou un autre. Fait il y a des paris technologiques que Microsoft a pris qui n'ont mené de nulle part, et d'autres qui ont réussi puis de façon très spectaculaire. Puis là, ça vient toujours un pari en quelque sorte, ce genre de choses-là. Donc, mais dans la mesure où, puis c'est Serge, si on est conscient qu'on prend un pari et qu'on peut le perdre, ben ça devient moins grave que de dire OK, ben j'ai investi dans quelque chose parce que je suis convaincu, mais c'est sûr que ça va. Dans le fond, dans un peu d'aveuglement volontaire, c'est sûr que ça va réussir, sans savoir qu'il y a 10 autres compagnies où on va peut-être se faire racheter ou on va faire faillite. Puis même quand ils se font racheter, ben, l'exemple, là, tu mentionnais VMware, ben, ils se font racheter, puis finalement, ils coupent la technologie. Puis c'est arrivé régulièrement qu'il y a eu des achats, puis les technologies ont disparu. BMC était notoire pour ça. Il achetait une technologie, puis elle se faisait disséminer dans le catalogue, puis tu ne la voyais plus à la fin. C'est ça. Fait qu'il y en a plein comme ça. Apple est même un des pires que ça. Quand ils achètent, la ligne de produits qu'ils achètent, elle disparaît littéralement. Ils achètent la technologie, ils n'achètent pas les produits. Fait que dans ce cas-là, quand on voit qu'une compagnie se fait acheter par Apple, c'est bien pour les gens qui se sont fait acheter. Pour les autres, quitter le bateau au plus vite parce que plus tôt que tard, ça va discontinuer. C'est comme Intel avait essayé de faire quelque chose avec McAfee, ça avait été assez raté aussi. Il y a un paquet de choses comme ça, puis cette consolidation-là puis est un peu étrange dans le milieu des TI, en mon sens, parce que tout le monde court. Puis d'ailleurs, il y a l'acquisition de Cisco et Splunk qui va être intéressante à voir aller. Parce que Cisco n'est pas nécessairement une très bonne compagnie pour ce qui concerne les acquisitions. En fait, ils ont des défis d'intégration dans les technologies. C'est ce qui est depuis des années. Je me souviens à un moment donné où il y avait 32 versions d'iOS différentes pour 32 lignes de produits différentes. Oui. Notamment, donc, ce ne sont pas des bons joueurs en intégration de technologies. Donc, dans ce cas-ci, ben, ça va de voir ce qui va se passer avec Splunk, comme ce qui est passé avec Duo aussi, d'ailleurs, qui n'est plus tout à fait la même technologie que quand ils ont été acquis, mais ça vit encore, mais ça vivote un peu plus maintenant, puis c'est un peu plus incertain comme technologie que ce qu'on retrouve d'autres. Je vais me permettre de simplement dire bonne chance à Splunk. Je vais leur souhaiter que leur techno survive à Cisco. Parce qu'il n'y a pas. Ouais, c'est ça. Oui, j'espère que cette technologie disparaîtra pas parce qu'ils sont quand même un joueur très, très intéressant de ce milieu-là. Ça prend de la compétition aussi, là, au-delà du fait que tu disais que tu es coloré d'un fabricant. Mais il n'empêche que ce fabricant-là est bon parce qu'il y en a d'autres aussi qui sont en compétition avec lui. Parce que s'il était seul, puis s'il est arrivé dans certains secteurs où il était seul, pendant que les périodes où il était seul, il a été médiocre. Oui, je l'accorde. Puis quand la compétition elle arrive, ben là, il se rehausse puis il redevient un joueur dominant et important et innovant. L'arrivée de Satya Nadella a changé la game là-dessus. On a vu le changement de culture opérer. Nous, en tant que partenaire côté Microsoft, là, on a vraiment vu le vent de renouveau. Steve Ballmer était un excellent vendeur. C'était ce qu'il faisait dans la vie, puis c'était évident. Satya est beaucoup plus psychologique, songé, beaucoup plus de teinte, beaucoup plus je voudrais dire d'intelligence en arrière, mais surtout de techno. C'est un gars de technologie, c'est un ingénieur à la base. Et ce qui amène, d'un point de vue Microsoft, ben, il a amené des collaborations avec ses ennemis. Il a fait de la collaboration avec Salesforce, il a fait de la collaboration avec Google pour créer Edge. Il a également fait un partenariat avec Google pour créer le téléphone, le Surface Duo, qui n'ont jamais été capables de produire parce qu'il y avait trop de demandes pour ce qu'ils produisaient. Trop de détails. mais le point, c'est qu'il a ouvert des portes où tout le monde pensait qu'il allait se tirer d'un jambe. La sécurité du côté Microsoft supporte AWS.
Oui. Ça n'aurait pas été pensable il y a même 10 ans. Oui, ben, ces changements-là sont importants, puis ils changent aussi la force du joueur. Puis on regarde juste comme ce qui avait sorti comme compétiteur au iPod, Ouais, le notamment. Zoom. Ce Le désert, Zoom. le Zune, oui. Ce genre de choses-là, mais ça, on parle d'une autre époque avec une autre gestion à ce moment-là qui ne faisait que courir après l'objet brillant qui arrivait Next shiny thing. et n'était pas focus. Ouais, c'est ça, il n'était pas focusé. Puis c'est aussi, puis c'est un élément important. Puis ça, je le cite parce qu'en architecture, il ne faut pas faire Mais ça. c'est un point. C'est justement indépendant. Il faut continuer toujours dans C'est la un point ligne. important que tu amènes. Puis ça, malheureusement, j'ai vu plusieurs consultants TI faire ça. Le prochain objet qui brille le plus. Là. D'ailleurs, quand j'ai lancé Indominus en 2017, le but, c'était de venir automatiser toutes les tâches de base que plus personne ne voulait faire. Je voulais faire un consultant virtuel, justement. Parce que si tu demandes à un consultant aujourd'hui de faire une analyse en profondeur d'Active Directory ou d'un file server, tu n'en trouveras pas. C'est plate, là, mais ils veulent tous faire du Terraform, faire du JSON, faire du ITS code. Ils veulent tous être dans la prochaine affaire ou dans l'affaire qui est cool du moment. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui ont oublié Ouais. qu'il y a une base en dessous qui vient servir à sécuriser, servir à auditer, qui est toute la au ras des pâquerettes, si on veut, là, mais vraiment qui est de la job de base, mais qu'il faut qu'il soit fait. Oui. Oui, ben oui, effectivement, c'est un problème, mais de toute façon, puis quand l'architecture commence à courir après ce genre d'éléments-là, c'est sûr que l'entreprise va rencontrer des problèmes parce qu'on ne sera pas capable d'adhérer. Puis on revient sur ce que tu disais, c'est le temps de l'adhésion d'entreprise, la prise de connaissance, la maîtrise de la technologie, puis d'avancer avec celle-ci. Fait que sont toujours en train de courir après le dernier objet. Ben, c'est sûr qu'on ne sera jamais capable d'atteindre quelque chose, puis on va toujours être à la ramasse et on va toujours être en train de courir après la chose et ne jamais rien maîtriser. Pour te donner un Dans exemple, ce j'ai sens. un très grand client, un très bon client à moi qui voulait upgrader ses contrôleurs de domaine. Il y en avait juste 2, c'était critique, c'était une grosse compagnie. Ben, l'expert, je suis allé chercher au Manitoba. Ah ouais, Parce que justement, c'était critique. Je suis allé chercher le gars qui a écrit le livre, littéralement. Je l'ai amené, je l'ai branché ok. là. Ouais. Euh, J'en connais d'autres qui sont locaux, mais tout le monde en mandat parce que justement, ceux qui sont bons, qui sont prêts justement à regarder les détails, puis sont occupés. Là. Je veux dire, ils peuvent être billés à 200% s'ils veulent. Ouais. Ouais, puis et puis c'est ça, puis ça revient aussi, il n'y a plus de gens qui prennent le temps, peut-être parce qu'on change trop vite, ils ne prennent plus le temps de maîtriser les technologies comme c'était avant. Ou en tout cas, comme moi, ma perception de comment on devrait maîtriser une technologie, puisque quand je me penche sur un problème, puis j'ai même appris de nouvelles affaires pendant le confinement, justement, parce que j'ai fait beaucoup de déploiements infonuagiques. Mais j'ai creusé très, très profondément dans le fonctionnement des différents éléments. J'ai creusé très loin pour maîtriser au Ouais. complet ce que je faisais et être capable d'aller beaucoup plus loin que ce que la surface, on va dessus. Mais quand en même temps, je vois la plupart des déploiements, ils ont M365 ou Google Workspace qui sont de ce monde. C'est juste la surface. Ils ont juste déployé vite, mis deux, trois configs, puis paf, ils sont partis, puis ils n'ont rien fait de. Puis même pire, dans plein des cas, ils n'ont pas mis à jour les configurations depuis Ouais. 4 ans. Puis genre, je suis en train d'en faire une présentement comme ça. Une dame qui m'a appelé qui était un peu désespérée de son ancien fournisseur. On est rentré, puis je vous donne un exemple. Il n'y a pas de DMARC dans le DNS. Ouf. Le DKIM a été fait, il n'a pas été synchronisé avec Office 365. Euh, mais, mais mon point, c'est que j'ai regardé, j'ai 40 heures encore de travail à mettre dans le tenant pour qu'il soit up to par. C'est pas toutes des choses importantes, mais la plupart, c'est des détails de sécurité. Des choses qui sont là et qui ont été laissées par défaut. Et on le sait, Microsoft 365, par défaut, c'est pas sécuritaire. Je m'excuse, j'adore Microsoft, mais c'est fait pour être compatible à la masse. Compatible à la masse, ça Ouais. veut dire que on ne s'attend pas à ce que monsieur sache où est-ce qu'elle est sa quarantaine. Et s'il ne sait pas où est-ce qu'elle est sa quarantaine, on va en laisser plus passer, puis on va le laisser lui-même les marquer s'ils ne sont pas corrects. Oui, OneDrive et SharePoint par défaut, tu peux partager à n'importe qui. Si tu partages à n'importe qui, tu peux avoir de traçabilité. Tu peux avoir de traçabilité, tu n'as pas de user, tu n'as pas de guest dans ton Azure AD. Tu peux...
Ah non, t'as un paquet de problèmes. Puis là, tu parles d'un cas intéressant parce que je n'ai eu des clients comme ça. Tu es arrivé, puis c'est arrivé plus tard, tu sais, après 2, 3, 4 Ouais. ans de déploiement, c'est-à-dire à peu près 2, 3 ans après le début du confinement. Ça a été mis en place. Puis là, le problème qui suit avec ça, c'est parce que les gens ont pris des habitudes avec cette très grande ouverture-là. Et c'est de refermer toutes ces choses-là qui, normalement, auraient dû être fermées au Oui. point de départ. Devient encore d'autant plus complexe en gestion du changement Essaye et d'enlever tout la ce que barre de ça chocolat une comporte. fois qu'il est goûté. Ah là là, ça, c'est l'enfer. On va conclure là-dessus, quitte à ce qu'on fasse d'autres épisodes, parce que clairement, on part avec un petit sujet, puis on en a pour longtemps. Le point de démarrage, c'était ta présentation. Ce coup-ci, on trouvera peut-être un autre sujet pour la Écoute, prochaine ça me fois. fera plaisir de passer te Je te voir pour le remercie. livre. Je veux dire, quand on sort le livre, on jasera parce que, Oui, premièrement, je vais t'en envoyer une copie, mais aussi, oui, je tiens à ce que les propriétaires de PME puissent devenir autonomes d'un point de vue cybersécurité, puissent comprendre ce qui se passe, mais surtout qu'ils arrêtent d'avoir peur de la cybersécurité et qu'à la place, ils apprennent ce que c'est. notam- notamment. Ouais, il ne faut pas avoir peur parce que c'est pas méchant, il faut juste prendre le temps. C'est tout comme toute chose, il faut C'est ça. prendre le temps. Mais merci justement d'avoir pris le temps C'est de ça. venir présenter au Secure. Tu as soulevé la polémique justement à un niveau qui est intéressant parce que ça amène les débats. C'est ça qui compte justement dans ce genre d'événement-là. D'avoir joué le jeu aussi pour venir en parler sur le podcast. Merci énormément. Bonne fin de journée. Toi aussi.